Les mauvaises habitudes alimentaires peuvent avoir des conséquences graves sur la santé des enfants, entraînant des maladies telles que l'obésité. Dans cette émission, nous abordons la problématique de l'obésité infantile qui est devenue entre-temps un enjeu de santé publique, et ce, avec le nutritionniste Essonim Bitori. Je suis Meshak Niaro et, chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à Radio Djina. Chers invités, bonjour. Bonjour, Madame Meshak. Oui, alors comme je l'annonçais aux auditeurs, aujourd'hui nous parlons de l'obésité infantile, nous parlons des mauvaises habitudes alimentaires chez les enfants. Dites-nous pour commencer ce qu'on doit comprendre lorsqu'on dit qu'un enfant est obèse. Ok, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Et bon, ce qu'on entend dire par qu'un enfant est obèse, déjà c'est lorsqu'on observe une augmentation des apports alimentaires et également une diminution des dépenses énergétiques, c'est-à-dire apport calorifique par alimentation et étant supérieur aux dépenses d'énergie que l'enfant reçoit. Donc, qu'on dépense et qu'on a assez d'énergie, mais qu'on ne dépense pas, c'est pour équilibrer. Donc, cela entraîne un bilan énergétique positif, donc qui se solde par une prise de poids excessive de l'enfant, donc ce qui évoluera vers l'obésité. Mais par ailleurs, on parlera en termes techniques, on parlera de l'obésité de l'enfant à partir d'un niveau de surpoids défini selon son âge, le sexe et l'indice de masse corporelle. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous le dire en termes un peu plus légers, l'obésité? Est-ce que quand on dit un enfant obèse lorsqu'il est gros, ou c'est quand est-ce qu'on est en train de dire qu'un enfant est obèse? Non, l'obésité, depuis longtemps, lorsqu'on voit quelqu'un qui a une masse grasse élevée, on pense qu'on est obèse. Même seulement, l'obésité, c'est côté, comme on le dit, l'accumulation de la masse grasse, voilà, dans le corps. Et qu'on peut être de taille mince, comme on le dit, on peut être maigre et être obèse. Ah oui? Mais bien sûr, puisque par exemple, si nous voulons aller en dehors d'observer de façon physique, il est plus plausible d'aller plus loin à travers les évaluations nutritionnelles. Par exemple, l'anthropométrie, j'ai parlé de l'indice de masse corporelle. On peut également aller sur le plan biologique. Nous avons des indices biologiques comme les taux de cholestérol et autres. C'est quoi l'indice de masse corporelle? L'indice de masse corporelle, ça se définit par le poids de l'enfant sur sa taille, sur la taille élevée au carré. Donc, et pour les enfants, pour l'adulte, c'est facile de définir les différences selon les normes. Quand est-ce qu'on commence par avoir un surpoids, quand est-ce que ça donne une obésité. Mais pour l'enfant, il est préférable de considérer son sexe, son âge. Donc, on parlera de indice l'IMC pour l'âge et donc en fonction du sexe. Est-ce que obésité est synonyme de surpoids? Ces deux termes, on les confond, mais ils ne sont pas très loin. Parce que quelqu'un qui est en surpoids court un risque de devenir obèse. En termes simples, c'est le surpoids qui va évoluer vers l'obésité. Et quand est-ce qu'une personne est en surpoids? Ok, on peut dire qu'une personne, particulièrement là, nous parlons des enfants. D'abord, le surpoids ou l'obésité correspond à un excédent de graisse dans le corps, comme on l'avait dit précédemment. Mais le surpoids de l'enfant sera défini ici comme un excès de sa masse grasse. D'accord. Donc, la masse grasse corporelle, et qu'on peut définir comme un ensemble de la graisse du corps, c'est-à-dire du tissu adipeux. Okay. Donc, par opposition, par rapport aux masses maigres, qui est à l'état éliminant les graisses
on parle de l'ensemble constitué de muscles, organes et de viscères. D'accord. Donc, on parle de l'élément qui permet de déterminer, comment dire ça, l'obésité ou le surpoids chez une personne et notamment chez un enfant, c'est la quantité de graisse dans le corps. Bien sûr. Essentiellement. Oui. À travers une évaluation nutritionnelle qui se base soit sur l'anthropométrie, soit sur des paramètres biologiques. Les termes sont un peu trop techniques. Est-ce que vous pouvez essayer de nous monnayer, de nous diluer les termes dans... On ne maîtrise pas trop vraiment anthropométrique et tout ça. D'accord. Anthropométrique, comme vous entendez, anthropo, ça dit que des paramètres qu'on prend sur l'individu, ça dit que de façon visible. Là, par opposition, par rapport aux paramètres biologiques qui se trouvent là, c'est à travers un examen, une prise de sang au laboratoire pour doser la quantité de graisse qui se trouve. Mais là, quand je parle d'anthropométrie, par exemple, pour calculer l'IMC, l'indice de masse corporelle, il suffit de prendre la taille de l'enfant ou de l'individu, si je le dis, et ainsi que je parlais de la taille, le poids. Taille-poids. Taille-poids. Et il faut vous avez parlé aussi de tenir compte du sexe. De tenir compte du sexe. Surtout pour les enfants, il faut, pour les enfants, calculer comme ça, on n'aura pas vraiment, on n'aura pas une logique donnée. Mais à partir de 18 ans, on peut calculer l'IMC comparé à des normes que la plupart connaissent. Aujourd'hui, les gens en ont sur eux. Et que bon, je vais calculer mon IMC pour voir où que je me situe, si je suis trop gros, je suis trop mince, voilà. Mais particulièrement pour l'enfant, il y a d'autres indices anthropométriques qu'il faut considérer pour également évaluer le surpoids et l'obésité également. Nous avons par exemple le poids pour âge, et ça veut dire qu'il faut vérifier à voir l'enfant là par rapport à son âge, est-ce qu'il a un poids normalement, avec son âge, son poids dépasse l'âge qu'il a. Ah oui? Voilà. Est-ce qu'il faut... donc, ça veut dire qu'il faut un poids selon l'âge? Bien sûr. Pour un enfant de 8 ans, quel est le poids idéal? Pour un enfant de 8 ans, normalement, il doit avoir son âge, son poids pour âge qui doit se situer entre, c'est un peu technique, hein, oui. Entre un Z-score compris entre moins 2 et 2. Et quand on le convertit en kilogrammes, ça donne quoi? En kilogrammes, bon, ça dépend de sa corpulence, la taille aussi, puisque c'est le poids et la taille, ça marche de pair. Hein. Donc, quelque part, si je prends les valeurs de référence de la science qui dit, pour un individu mesurant une taille de 1,77 m, doit avoir un poids de 70 kg environ. Donc, en fonction de la taille, on pourra dire avec précision quel poids idéal il faut. Pour un enfant de 1,20 m, il doit se situer entre 20 et 30 kg, à peu près. Quelque chose comme ça. Très bien. Alors, on a parlé de l'obésité, de la masse corporelle, de la graisse et tout. Maintenant, qu'est-ce qui cause l'obésité ou qu'est-ce qui est à l'origine de l'obésité spécifiquement chez les enfants? L'origine de l'obésité, et d'abord, je commence par m'attaquer par la principale origine, si je peux le dire comme ça, oui. Et qui est de façon basique, comme nous mettons l'accent sur l'alimentation, sur une alimentation trop riche en calories ou trop abondante simplement. C'est-à-dire qu'une alimentation trop riche en aliments gras, sucrés ou gras et salés. Donc, ce qui entraîne un déséquilibre alimentaire. Quand vous parlez Bien. Lorsque vous parlez d'aliments riches en calories, est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples? Ok. Bon, on prend le grand groupe des produits industriels transformés. Qu'est-ce que je mets dans produits industriels transformés? Oui, allez-y. Oui, les produits industriels transformés. Et nous avons les chocolats, les biscuits chocolatés, les biscuits, les chocolats. Les chocolats, et bien sûr, nous avons d'autres produits comme les sandwichs mélangés avec beaucoup de trucs.
C'est-à-dire que bref, des produits survitaminés. Hein. Là n'est pas le problème, c'est surtout cette manque d'activité physique également qui vient mélanger ça. Voilà. Voilà. Et maintenant, pousser ça plus haut. Maintenant, quand on se retrouve, on voit que les chocolats, les biscuits, ça c'est un peu lorsqu'on veut blaguer les enfants, ils prennent ça au goûter. Quand on revient au plat, aux mets locaux, à la nourriture de tous les jours qu'on mange, quelles sont ces nourritures-là qui sont riches en calories et qui pourraient entraîner l'obésité chez les enfants? Ok, bon, je peux donner quelques exemples d'aliments de ces plats-là. Généralement, il faut regarder les plats trop lourds. Par exemple, lorsque je prends les beignets, ce qu'on a l'habitude d'appeler pédiga ou autres là, oui, c'est des trucs extrêmement riches en protéines. Et donc, une consommation régulière, hein, un enfant qui inclut ça dans ses habitudes alimentaires, plus d'autres choses, d'autres aliments super gras, c'est-à-dire que très huilés. Colico, Amanda? Non, Colico, Amanda, pas vraiment, c'est limite. C'est limite, mais nous avons d'autres trucs comme les aliments où généralement, dont la cuisson nécessite qu'il y ait plus d'huile dedans. Et ça dépend des plats. Chez mes amis sénégalais, ils parlent d'un truc qu'ils appellent de tchep-tchep. Des atchekés, par exemple, super huilés quand nous mangeons ici. Et aussi la fréquentation des fast-foods, les pizzas, hamburgers, parce que un pizza, par exemple, a une capacité calorifique vraiment très élevée, au-delà de ce qui est recommandé par l'OMS. Même si nous disons que les enfants, pour leur croissance, ils ont besoin de tout ça. Mais là, l'excès, quelquefois, surtout si un enfant, moi, il est assez comme ça, et puis il ne pratique pas d'exercice physique, et qui augmente également la sédentarité. C'est-à-dire que l'enfant qui ne se gêne pas à faire des activités physiques et autres, tout en scotché sous un écran et autres, et ça contribue également. Nous reviendrons un peu plus en détail sur la question des plats servis en fast-food. En dehors de l'alimentation, quelles sont les autres causes de l'obésité chez les enfants? Ok, comme autre cause, nous avons, comment l'appelle-t-on, des dépenses d'énergie. Ça, c'est beaucoup plus certaines pratiques, hein, des dépenses énergétiques insuffisantes. C'est-à-dire qu'un enfant qui en consomme, qui prend plus d'énergie, mais qui ne fait rien pour dépenser cela. L'organisme, lui, a juste besoin de ce qu'il a pour fonctionner, mais le reste est stocké dans le tissu adipeux. Et c'est surtout l'ensemble de ces réserves-là, une fois que ça plafonne, l'organisme n'a pas le temps même de les utiliser. Là, ça stagne et ça devient... c'est à l'origine de l'obésité. Quand on parle on a l'obésité, on court beaucoup plus vers les maladies également cardiovasculaires. Est-ce que l'obésité a une origine héréditaire? Oui, nous parlons d'ailleurs un des facteurs ici qui parle de la prédisposition génétique. Et par exemple, lorsqu'on prend un enfant dont l'un des parents souffre par exemple du diabète, de l'obésité, il y a quand même une forte probabilité que l'enfant soit également soumis à cela. Par ailleurs, nous avons aussi, comment l'appelle-t-on, ça peut se transmettre aussi de la mère, parce que les mamans qui font des diabètes gestationnels, tout ça là, c'est là aussi. C'est quoi le diabète gestationnel? Bon, je ne suis pas spécialiste en diabétologie, mais c'est une sorte de diabète qui survient au cours de la grossesse. Mais normalement, ça disparaît et, après l'accouchement, avec une prise en charge, un suivi régulier. Mais là, si on ne fait rien, pour cela, ça pourrait évoluer vers une possible diabète de type 2 chez la mère. Mais c'est une partie comme ça qui peut toucher également l'enfant. Tu vas avoir un
un enfant, comme on parle souvent les sages-femmes nous disent souvent de poids élevé de naissance. Donc l'enfant à la naissance qui a un poids qui dépasse la norme espérée. Donc ça, l'origine, l'obésité ou le surpoids trouve déjà son origine à partir de là-bas. À partir de là-bas. Et maintenant, une fois que l'enfant est né, vient au monde, à quel âge il est susceptible de devenir obèse? À partir de quel âge? Bon, ça n'a pas d'âge. Par exemple, je pense qu'à partir de bon, au-delà de 6 mois où la diversification alimentaire commence là, surtout c'est là-bas, il faut savoir quoi donner à l'enfant. Comme je l'ai dit, ce n'est pas aujourd'hui, je vais aller manger des trucs gras, sucrés, que je vais développer en même temps. Et je ne commence pas à développer l'obésité, c'est un long processus, ça prend du temps. Et c'est surtout ça, sur ça, il faut agir et contrôler pour éviter que cela n'arrive. D'accord. Et alors, on va venir maintenant, on va développer la question des habitudes alimentaires. Selon les pays, selon les cultures, les individus développent et même transmettent de génération en génération des habitudes alimentaires. Quelles sont ces habitudes alimentaires qui pourraient favoriser l'obésité chez les enfants? Ok, ces habitudes alimentaires qui peuvent notamment favoriser l'obésité chez ces enfants. Déjà, lorsque certains parents essaient d'avoir le contrôle sur certaines habitudes alimentaires, même le comportement de leur enfant, mais cela favorise, cela amène ces enfants-là à adopter un régime alimentaire qui est riche en calories et pauvre en nutriments surtout. Parce que vous allez me demander plus tard les actions à mener ou les aliments à conseiller. Surtout lorsque nous allons dire que l'enfant doit consommer moins de gras, moins de sucre, mais privilégier par contre la consommation des fruits, des légumes frais. Donc, d'où on trouve la source de ces micronutriments. Autre chose? Nous avons également les habitudes, mais qui ne sont pas forcément alimentaires. Oui, ne pas avoir suffisamment un sommeil de bonne qualité peut être à l'origine d'un surpoids, par conséquent de l'obésité. Et j'explique, je m'explique, selon certains chercheurs dans une université américaine, et il a été prouvé que les enfants qui dormaient moins couraient un risque élevé de surpoids. Comme quoi nous avons, pendant le sommeil, nous avons, comment l'appelle-t-on, certaines hormones qui sont produites et des hormones régulatrices qui régulent, comment l'appelle-t-on, l'appétit de l'enfant. Et ces hormones sont produites au cours du sommeil. Donc, voilà. Il y a un lien qui parle, par exemple, des enfants qui aimaient prendre des sodas, des boissons trop sucrées et avaient, comment l'appelle-t-on, un temps de sommeil très court. Donc, le sommeil étant court, on n'a pas nécessairement, l'organisme n'a pas tout le temps pour pouvoir produire en quantité suffisante ces hormones. Et donc, l'enfant va se retrouver avec un appétit très, très grand et bon, tout ce qu'il trouvera sur la main, il a envie toujours de manger. Le tout associé à un manque d'exercice physique. Et voilà, on en revient au point de départ. Justement, parlons d'habitudes alimentaires. Il est constaté de nos jours que les parents servent le goûter aux enfants. À partir de 16 heures, après le déjeuner de midi, il y a le petit goûter de 16 heures. Et généralement, à 16 heures, on donne soit du yaourt, des biscuits et généralement des produits laitiers aux enfants. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que nutritionniste? Oui, en tant que nutritionniste, je pense que ce n'est pas en soi un problème. Seulement, c'est, comme on le dit, c'est la quantité et surtout à quel moment il faut le prendre. Le moment que ce soit, ça peut être 3 fois dans la journée, mais cela dépend des quantités et
et l'hygiène de vie qui rôde autour de votre enfant. Certes, pour dire simplement que l'alimentation de nos enfants doit être, comment l'appelle-t-on, contrôlée. On doit savoir ce que nos enfants mangent. Oui. C'est très important. Lorsque vous parlez de quantité qu'il faut contrôler, parlons des produits laitiers, il faut quelle quantité au cours de la semaine? Combien de yaourts on doit prendre, on doit donner à un enfant par semaine? Combien de fromage il doit manger par semaine? Les œufs et tout. À quelle fréquence il doit les manger? À quelle fréquence? Je dirais, pour un enfant, surtout c'est pour l'adulte qu'il faut vraiment réduire les fréquences. Mais pour un enfant, vu que c'est... Puisque en réduisant trop, on va comment l'appelle-t-on? On risque de tomber sur un autre problème qui est une malnutrition par carence. Là, nous parlons de l'obésité, c'est une forme de malnutrition, mais cette fois-ci, c'est par excès dont nous parlons. Donc, ces produits que vous venez de citer, non, pour un enfant, déjà à partir de 1 à 14 ans, par exemple, et donc, ça n'aura pas trop de conséquences, comme je le dis. Et à part, surtout, tout est conditionné par l'exercice physique. Hein. Un enfant peut prendre autant qu'il veut dans une journée, il peut manger 7 sur 7. Mais oui, mais s'il il fait tout ce qu'il faut, il connaît son corps, il agit et il le fait réagir tel qu'il faut, ça veut dire que par des activités physiques ou quelque chose d'autre. Vous allez voir l'enfant là, il ne souffrira de rien. Mais par contre, il y a un enfant qui peut peut-être à peine 2 fois dans la semaine, il prend ses produits laitiers mais vu par son manque d'exercice physique et autres, vous allez voir l'enfant là va se retrouver, bon voilà. Mais malheureusement, le constat est que lorsqu'on est enfant, on ne fait pas nécessairement le sport. Et généralement, on mange beaucoup. À partir de ce moment, comment est-ce qu'on va déterminer, surtout parlant des parents, comment est-ce qu'ils vont savoir la quantité de produits laitiers à donner aux enfants? Ça dépend. Généralement, nous disons, bon, donner l'enfant ce qu'il a envie de manger. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est de l'encourager à peut-être réduire ce qu'il mange. Généralement, les 3 éléments, qui est le sucre, le gras et voilà, le salé. Et je pense que c'est tout ça là qui... Sinon, à part ça, il n'y a pas eu une surveillance particulière comme ça. Donc, ça dépend aussi de chaque organisme. Donc, oui. Il est également constaté de nos jours que certains parents, du fait de l'insuffisance de poids, je vais le dire comme ça, on constate à un moment donné que l'enfant grandit, mais l'enfant n'est pas assez en forme. On décide d'ajouter à son alimentation des compléments alimentaires ou parfois d'ajouter des vitamines, de lui donner des vitamines. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette pratique-là? Est-ce que ça a un impact sur la santé? Est-ce que ça entraîne l'obésité quelque part? Non, pas à ma connaissance. Bien sûr que, et bien entendu, les compléments alimentaires ou des vitamines sont bons pour les enfants, mais seulement, surtout les compléments alimentaires, elles sont plus conseillées pour des enfants à partir d'un âge de 7 ou 8 ans. 7 ou 8 ans. Oui. Et pour les compléments alimentaires. Pour les compléments alimentaires. Et en ce moment, il est possible d'opter pour des gélules. Les gélules. Oui. D'accord. Donc, c'est les compléments alimentaires en soi, comme vous l'avez dit, et les parents qui constatent, bon, peut-être un enfant qui ne grandit pas, on se dit que, bon, certes, le retard de croissance est difficile à rattraper. Là, quand on a ça, on ne peut rien. Donc, le mieux, c'est avec les compléments alimentaires ou autres, on essaie que ça ne soit pas vraiment trop visible. Donc, ce n'est pas contre-indiqué. Mais par contre, les vitamines? Il a noté, non, les vitamines, absolument pas de souci. Mais il a noté que la prise de certains médicaments, parce que quand on pense aux compléments alimentaires, les gens pensent aux médicaments. Oui. Mais il a noté que la prise de certains médicaments est favorisant la prise de poids, comme les anti-épileptiques pour les enfants épileptiques et les psychotropes
ou les corticoïdes peuvent également, en raison de leur effet secondaire, engendrer, favoriser le surpoids chez l'enfant. Est-ce que vous pouvez l'obésité. Vous pouvez nous citer quelques exemples de produits psychotropes et ce dont vous venez de parler? Ok. Oui. Bon, bon, je commence par les produits psychotropes. Et les psychotropes comme la drogue? Non, pas la drogue. Okay. Mais on ne va pas laisser la drogue à portée de main des enfants. Mais généralement, je retiens généralement le café. Bon, la caféine, hein, les produits contenant de la caféine et autres. Comme on l'a dit, la caféine a des effets pour troubler le sommeil des enfants. Nous avons parlé plus haut que lorsque on n'a pas un bon sommeil, on a des troubles de sommeil, on a du mal. Et donc, ça contribue également à ça. Donc, le fait de donner ces produits-là, à cause de d'autres maladies que l'enfant a, donc peut quelquefois sans surveillance déboucher sur le surpoids et donc l'obésité. Donc, il faut surveiller souvent la composition des médicaments qu'on donne aux enfants. Puisque certains médicaments causent, comme je viens de les mentionner. D'accord. Y a-t-il d'autres, mis à part la caféine? Bon, pour le moment, ça arrête à la caféine. D'accord, super. Alors, tonton, vous étiez en train de développer, parler des produits des fast-food qui étaient un peu dangereux. Et vous avez parlé de la pizza notamment. De quelle manière ces fast-food-là agissent sur la gestion et dans l'organisme de l'enfant? Les fast-foods. Oui, les produits fast-food. Et bien sûr que les produits fast-food, ils ont bien sûr des conséquences sur le poids de l'enfant. Et comme conséquence, une des conséquences possibles, troubles du sommeil. Comme je l'avais dit, les boissons aussi que les enfants prennent dans les fast-food, composées de plusieurs ingrédients, dont même y compris certains psychotropes, dont je n'aime pas la liste exhaustive. Donc, nous avons, puisque selon un article publié dans la revue BMJ Open, il existait une relation significative entre la consommation de fast-food et l'IMC, qui est maintenant plus élevé chez les enfants qui fréquentent régulièrement les fast-food. Donc, quand on dit fast-food, généralement, nous avons les aliments qui se trouvent là-bas, survitaminés, très gras, même parfois salés. Salés, je peux citer les jambons et autres également qui ne font pas bon ménage. Des produits faits à base de beurre. Et voilà. Le beurre n'est pas un produit laitier, même si on conseille les produits laitiers aux enfants, et le beurre n'en fait pas vraiment partie. Parce qu'on parle de beurre, vous savez qu'on a du gras dedans. Voilà. Donc, une consommation régulière également contribue à cela. Il paraît, d'après une étude, que lorsqu'on consomme un hamburger, l'organisme prend jusqu'à 1 mois avant de le digérer, de l'évacuer totalement. Est-ce que c'est vrai? 1 mois, bon, disons, c'est trop dit. Même je dirais que ça peut être plus qu'1 mois parce que quand je dis que l'organisme évacuera ce qu'il a pu utiliser, puisque même les aliments que nous mangeons, il y a une partie qui est transformée, une partie qui est transformée, utilisée par l'organisme, une partie qui est stockée sous forme de réserve occupée de lipidiques, glucidiques et autres. Et, notamment, tout ce qui est lipides, ça va au niveau du tissu adipeux et autres. Et ça, le stock là, il y a une partie qui est stockée. Imagine un enfant qui a l'habitude de toujours manger. Si on dit quelqu'un mange une fois et ça peut prendre 1 mois avant que l'organisme évacue, vu que nous venons de dire qu'il y a une partie que l'organisme quand même réserve. Imagine lorsque la fréquence est assez grande. Voilà. Maintenant, pour les parents, et pour les parents, maintenant, de nos jours, les parents, quand ils veulent faire plaisir aux enfants, on les emmène dans les fast-food, on leur paye des glaces, des pizzas, des hamburgers et tout. Dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'il faut faire? À quelle fréquence il faut emmener ses enfants dans ces fast-food-là? Ou carrément, qu'est-ce qu'il faut remplacer par ces fast-food pour une meilleure santé aux enfants? Voilà. Les aliments à substituer
Et bon, c'est pour réduire, notamment, c'est tout ce qu'on cherche ici, c'est à réduire toutes ces calories-là. Oui. Voilà, donc, pour par exemple du hamburger, un parent peut remplacer ça par un pain avec un peu de légumes dedans. Voilà, euh, pas trop des trucs gras, un peu, et que ça soit au moins bon, de temps en temps, c'est-à-dire à une fréquence pas souvent, pas très souvent, comme on l'a dit. Combien comme ça? 2 fois dans le mois, 1 fois dans le mois? Bon, ça fait paraître peut-être trop dur pour certains enfants aussi, s'ils ont l'habitude, mais je dirais 1 fois ou 2 fois tous les 2 semaines. Ça peut aller. Plus une activité physique, je pense que on n'aura rien à craindre là-dessus. À la place du jambon, est-ce qu'on peut opter pour les sardines? Bien sûr, le sardine, il y a des sardines même contiennent, comment l'appelle-t-on, des acides gras insaturés qui sont essentiels vraiment pour le développement psychomoteur des enfants. Et comme l'oméga 3 que nous entendons souvent, on parle souvent d'oméga 3 et que les sardines contiennent. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une petite liste d'éléments? Tantôt, vous avez parlé de nutriments, d'éléments qu'on doit retrouver impérativement dans l'assiette d'un enfant pour lui garantir une bonne santé. Ok, en termes de nutriments, déjà, en termes de santé, Oui. là, nous sortons un peu partout, on ne se focalise pas totalement que sur le surpoids ou l'obésité, mais là, comme nutriments, nous allons parler déjà du fer. Qu'on retrouve dans quel aliment? Qu'on retrouve, si je prends tout ce qui est fruits ou légumes, et tout ce qui est légumes verts. Légumes verts. Voilà. Boma de mer. Boma de mer et les feuilles de baobab. Ah. Voilà. Là, ça contient un fer qui est, qu'on dit, non luminique, c'est-à-dire qui est apporté que par l'alimentation dans les végétaux. Et donc, il y a un autre fer qui est mieux assimilable par l'organisme, qui se trouve comme dans les abats, hein, les foies des animaux. Oui. Donc, c'est ça. Oui. En dehors des produits riches en fer, qu'est-ce qu'il faut encore apporter? Par exemple, le lait, par exemple, c'est très riche et aussi en calcium. Et il y a des fruits comme, comment l'appelle-t-on, le corosol, qui s'avère aussi très riche en manganèse et qui est également pour le bon fonctionnement de l'enfant. D'accord. De nos jours, on constate aussi qu'il y a beaucoup de produits laitiers qui sont industriels. Est-ce qu'il faut les remplacer ou on a la possibilité de les consommer de temps à autre? Est-ce qu'il y a des alternatives aux produits laitiers industriels? Oui, là, je peux dire qu'à l'époque où nous sommes maintenant, c'est très difficile de trouver en quantité. Bon, c'est difficile de trouver ce qui est totalement naturel. Hein, en raison de l'essor de l'industrialisation, tout ça là, on est toujours on cherche à bien manger, mais on cherche aussi à économiser. Donc, d'où, comment l'appelle-t-on, l'émergence des produits industriels transformés. Voilà. Donc, tout ça, je dis simplement que c'est la réduction de la fréquence de consommation. Voilà. Aujourd'hui, on peut nous parler on conseille généralement que l'enfant prenne du lait écrémé, les laits de vache, mais vous savez comment c'est difficile, surtout en zone urbaine là, aller trouver les laits de vache, tout ça là, c'est vraiment difficile. Donc, on s'en contente des laits transformés, mais surtout, il faut éviter le lait concentré dans l'habitude alimentaire des enfants. Par exemple, il y a des enfants, on aime donner matin, café, tout ça là. On dit café au lait. Oui. L'enfant veut qu'on met ça beaucoup dedans, mais franchement, ça a des conséquences. C'est super sucré. Et je pense à la rigueur, il faut préférer le lait piqueur, même si, bon, ça coûte cher. Ça, c'est un peu plus proche du lait naturel. Du lait naturel. Et le lait de soja, qu'est-ce que vous en pensez? On a parlé
Les gens parlent aussi de lait d'arachide, hein, lait de soja, lait Ouais, d'arachide et tout. j'avoue que le lait d'arachide, la dernière fois, j'étais avec une collègue et voilà, on parlait des laits, les différentes sortes de lait, mais son petit frère parlait de lait d'arachide et puis elle s'étonnait, dit que, mais est-ce que le lait d'arachide existe? Ben, j'ai promis quand même de chercher sur ça et avoir d'amples explications. Mais le lait de soja, ça aussi, ça passe, mais il faudra aussi consommer ça avec modération. Parce que nous savons que bon, et certaines études montrent aussi que la consommation du soja en soi, hein, et bon, je peux faire le lien par rapport aux produits dérivés, les laits autres, contiennent certains perturbateurs endocriniens. Et donc, ça peut perturber également chez l'enfant. C'est-à-dire que les hormones qui ne peuvent plus vraiment faire le rôle qu'ils sont censés faire, donc les troubles hormonaux, quoi. À long terme, hein, si la consommation Est régulière. régulière, voilà. Donc, chez les enfants, ce qu'il faut impérativement mettre dans l'assiette, ce sont les protéines, les légumes riches, qui sont les légumes verts riches en fer, Voilà. les fruits et également les produits laitiers, mais à éviter au maximum C'est ceux ça. qui sont industriels. D'accord. Et maintenant, lorsqu'on se retrouve dans le cas où l'enfant est déjà obèse, dans cette situation, qu'est-ce qu'on doit apporter à son alimentation pour peut-être ne pas aggraver sa situation? Pour ne pas aggraver sa situation, un enfant qui est déjà dans une Obèse. situation d'obésité, Oui. et déjà commencer par réduire les régimes alimentaires qu'on a incriminés, qui sont impliqués dans la survenue de son obésité. Et maintenant, on ne peut pas tout à coup couper ça. Et ça va s'avérer difficile parce que l'enfant risque une anorexie. J'appelle anorexie un manque d'appétit dû à la présence de certaines molécules qui commenceront par apparaître chez l'enfant. Parce que là, il mangeait ceci, mais vous dites qu'à partir de maintenant, tu dois arrêter ça parce que ceci. Mais là, puisqu'il n'a pas encore cette nouvelle habitude de préférer ce que vous lui proposez nouvellement. Mais pour un enfant qui est déjà dans cette situation, comme je le dis, il faut privilégier, il faut réduire la consommation d'aliments trop riches en calories, toutes sortes, et privilégier les aliments riches en nutriments, particulièrement en micronutriments, dont on les a déjà cités. Hein. Voilà. Super. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut oui, ne pas oublier sur un élément très essentiel, l'activité physique. C'est le facteur sur lequel il est possible d'agir pour vraiment faire face, arriver à bout de l'obésité. Non, pour les enfants qui sont tout petits, quel genre d'activité physique est-ce qu'ils peuvent pratiquer? Les enfants tout petits, oui, par exemple, je prends le jeu de vélo. Les vélos, voilà. Vous pouvez laisser l'enfant l'obliger à de temps en temps faire ça, un tour surveillé dans le secteur. Si vous avez une grande cour aussi, l'enfant peut faire de temps en temps ces activités. Vous lui dites, bah, chérie, fais aujourd'hui 10 tours. 10 tours? Oui, mais les enfants ils sont contents de continuer ouais. Donc, c'est quelque chose comme ça. Et je pense que ça, pour les tout petits enfants, oui. Mais pour, par exemple, ceux qui ont déjà, à partir de 12 ans, les adolescents, on sait qu'on n'a pas assez beaucoup n'ont pas assez de moyens pour s'offrir des salles de gym, mais de temps en temps, vous pouvez l'amener au gymnase, faire des exercices, des cardio et autres. Donc, on peut toujours, quoi qu'on dise, l'alimentation, oui, on implique l'alimentation, mais l'alimentation, quel que soit comment on l'adopte, il faut en quelque sorte un exercice physique pour vraiment combler tout cela. Donc c'est un peu ça. Oui. Nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot? Bon, un dernier mot. Oui.
Et d'abord, j'aimerais rajouter un truc. Oui, allez-y. Que lorsque nous avons abordé l'obésité, les fast-foods, et nous avons parlé des facteurs de risque plus hauts de l'obésité. Et permettez-moi d'ajouter ceci. Et également, selon certaines études analysées dans une magazine américaine, Obesity Reviews, en 2019, il conclut que la fréquentation excessive des fast-foods devenait également un facteur de risque. Donc, la fréquentation excessive des fast-foods aussi constitue également un facteur de risque dans la survenue du diabète. Même si du diabète, excusez-moi, de l'obésité chez l'enfant. Même si ce dernier n'avait aucun risque, mais c'est des trucs comme soit on est parti d'une mauvaise habitude alimentaire pour l'avoir, mais on peut l'acquérir également en chemin. D'accord. Ouais. Super, je pense que le message est passé. La fréquentation excessive des fast-foods serait un risque, un facteur qui favoriserait l'obésité chez les enfants. Donc, pour faire plaisir aux enfants, chers parents, réduisez vos fréquentations dans les fast-foods, trouvez des alternatives, passez des moments de qualité avec les enfants. Et je pense que de cette manière, vous allez leur permettre d'être en bonne forme et de garder une meilleure santé. Et Sonim Bitori, comme je le disais tantôt, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était un plaisir de vous avoir pour ce numéro. Ça fut vraiment également pour moi un réel plaisir partagé. Plaisir partagé, Madame Méchac. Super. Alors, chers auditeurs, nous avons atteint la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.